Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai peur donc j'y vais, le podcast qui vous aide à créer la vie qui vous ressemble et à gagner en sérénité. Je suis Steph Blue Lips, je suis coach et j'accompagne celles et ceux qui veulent s'épanouir dans tous les domaines de leur vie. Grâce à des accompagnements individuels et personnalisés, j'offre à mes clients un soutien, des outils et des stratégies efficaces pour atteindre leurs objectifs et créer un changement durable dans leur vie. Chaque semaine dans ce podcast, je vous partage des conseils, des outils et des expériences pour vous aider vous aussi à donner un nouvel élan à votre vie. Vous êtes prêts ? C'est parti! Hello, mon invitée aujourd'hui, c'est Ambre Arcangeli. Elle est coach spécialisée dans la crise de la trentaine, un sujet qu'elle connaît bien parce qu'elle a elle-même vécu une crise de la trentaine, et moi aussi, en réalité. Et je pense qu'on n'est pas les seuls, Ambre et moi, à avoir traversé cette période où on se sent perdu, où on se sent un peu désillusionné du travail, de la vie d'adulte, où on a le sentiment qu'on a tout pour être heureux, mais où on ne l'est pas forcément, on n'est pas forcément épanoui dans notre job, dans notre couple, dans notre vie en général. On a l'impression de vouloir autre chose, mais on ne sait pas forcément quoi. Et puis on peut aussi se sentir un peu en décalage par rapport aux autres, qui ont l'air de savoir où ils vont, qui avancent. Et nous, on a un peu un sentiment d'échec, en réalité. Je vous spoile pas plus, parce que Ambre, aujourd'hui, elle est venue nous parler de ce qu'est la crise de la trentaine, des signes qui montrent qu'on est en train de vivre une crise de la trentaine et pas seulement un passage à vide, parce qu'on se dit que ça va passer, qu'il faut persévérer, et puis 6 mois plus tard, ça finit par revenir, ce même malaise. Et puis, elle est venue nous partager des conseils pour sortir de cette crise, pour rebondir, parce que cette crise de la trentaine, ça peut être un vrai tremplin pour notre vie et pour oser se créer une vie qui nous ressemble, où on se sent bien et vraiment épanoui. J'espère que cet épisode vous plaira. En tout cas, avec Ambre, on a eu de gros fous rires que je vous ai coupés pour préserver vos petites oreilles. Et on a surtout eu une discussion sur un sujet passionnant duquel on parle pas assez. Sur ce, je vous souhaite une très belle écoute. Hello Ambre! Salut! Bienvenue sur J'ai peur donc j'y vais. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour parler de la crise de la trentaine. Est-ce que, avant toute chose, tu souhaites te présenter aux auditeurs et aux auditrices du podcast? Je m'appelle Ambre Arcangeli, j'ai 29 ans, je vis à Aix-en-Provence en ce moment. J'ai fait mes études de droit à Aix et j'ai passé les 6 dernières années de ma vie à travailler à l'étranger dans la diplomatie culturelle. J'ai travaillé en Inde, en Afrique du Sud, aux États-Unis. Et il y a un an, j'ai tout quitté, j'ai tout plaqué, et il y a un an et demi, ouais. Et je suis rentrée en France, et maintenant je vis à Aix-en-Provence, sous le soleil de la Provence. Et ça fait un an que je suis coach de vie, certifiée, aussi praticienne en PNL, en hypnose, en EFT, en type technique. Et c'est des outils, des techniques que j'utilise pour tous les coachings. Être devenue coach de vie, c'est le métier qui me fait me sentir le plus utile. Et la crise de la trentaine, c'est un sujet qui m'obsède vraiment, parce que d'aider les autres à traverser cette crise de la trentaine, dont on ne parle pas beaucoup, qui est une période très difficile, c'est un peu devenu ma mission de vie. Donc voilà, c'est pour ça que je suis devenue coach et que maintenant j'exerce ce métier qui me passionne à Aix-en-Provence et partout dans le monde. Alors justement, c'est quoi la crise de la trentaine? C'est quoi? Est-ce qu'on peut aussi l'appeler la crise du quart de vie? Oui, alors tout à fait. Donc c'est vrai, en anglais, c'est Quarter Life Crisis. Donc quart de vie, c'est 25 ans à peu près. Crise de la trentaine, je pense que ça peut intervenir entre 25 et 35 ans à peu près. Pour ma part, elle n'est pas survenue comme ça, et ça peut être le cas de beaucoup. C'était quelque chose de sourd, puis qui est devenu de plus en plus prégnant. C'est pas en tout cas arrivé du jour au lendemain. Si je devais décrire les signaux, c'était un petit peu comme une voix dans ma tête qui disait tu as autre chose à faire de ta vie, il y a autre chose qui t'attend, tu sais très bien que ce que tu fais là ne te rend pas vraiment heureuse. Certes, j'avais envie de changer de métier, de changer de relation, mais j'avais presque envie de changer de moi aussi. Je me supportais plus, en fait. J'avais envie de changer moi-même. C'était pas juste un changement comment dire, conjoncturel, c'était aussi un changement au fond de moi-même dont j'avais besoin, comme un besoin vital d'appuyer sur pause et de partir dans une nouvelle direction, voilà, d'appuyer sur le bouton rafraîchir, refresh, et de tout recommencer. Et donc, grosso modo, enfin, je suis passée j'habite aux États-Unis, je gagne bien ma vie, j'ai un super appart avec un super boulot et je suis dans une relation depuis 5 ans, mais j'étais super triste au fond de moi.
à l'année dernière, donc il y a 1 an et demi, grosse panique parce que je rentre en France, je rentre vivre chez mes parents, je suis au RSA, je me retrouve célibataire après une rupture difficile, j'ai plus de carrière et je sais plus quoi faire de ma vie parce que j'ai décidé de quitter la diplomatie, donc ouais, là j'étais en pleine. Parce que c'est toi qui es Oui, partie. tout à fait. En fait, mon contrat venait à sa fin et donc soit je retrouvais un autre contrat et j'étais envoyée, je partais ailleurs, mais j'avais l'impression que c'était un peu la fin d'un cycle, j'étais essoufflée, j'avais l'impression d'avoir fait le tour et que, encore une fois, il y avait quelque chose de plus grand, si je peux dire, ou en tout cas de différent qui m'attendait. Et donc quand je suis rentrée en France il y a 1 an et demi, c'était vraiment la grosse panique, j'étais perdue. Et une fois que j'ai traversé cette crise de la trentaine, maintenant, voilà, j'ai un travail que j'adore, je suis dans une relation extraordinaire. Au final, il est possible de traverser cette crise de la trentaine. En fait, c'est quoi, au final, donc cette crise de la trentaine? C'est vraiment une désillusion, un malaise de la vie causé par un décalage, en fait, entre les attentes de la vie d'adulte qu'on avait et la réalité. Une fois qu'on y est. Je sais pas toi, mais moi, par exemple, à 15 ans, je me disais, à 30 ans, j'aurai une maison, j'aurai 4 enfants, j'aurai un chien, ma petite maison en banlieue, tout ça. Et donc, forcément, quand on a ces idées et quand on grandit avec, quand on essaye de construire une vie avec ça comme objectif, on se met une pression parce qu'on a cette vision et on a envie d'y arriver. Cette pression, elle se traduit aussi par un devoir de suivre les pas de nos aînés. Aussi, on peut aussi se comparer à nos parents qui faisaient des études moins longues, le marché de l'immobilier était plus abordable par exemple, donc c'est vrai qu'ils pouvaient acheter une maison plus tôt. Maintenant, on s'endette sur 30 ans, enfin voilà, c'est plus compliqué. On se mariait tôt aussi, quand on trouvait quelqu'un, on le gardait. J'ai des exemples autour de moi de gens qui ont réussi, je me dis, ah ben moi je veux faire comme eux, quand j'aurai 30 ans, j'aurai ça, 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 ça. Et au final, j'ai l'impression qu'on perd un peu pied face à une montagne d'obligations qu'on se met. Et les signes ou les symptômes, c'est une déprime, une anxiété. On commence à se comparer, on regarde où en sont nos potes, où en sont nos frères et sœurs. On se sent pas épanoui, on se sent un peu vide. Et en tout cas, ça l'était pour moi, c'est un sentiment de il manque quelque chose. Certes, sur le papier, j'ai tout pour être heureuse, mais il manque un truc. Et c'était vraiment le signe le plus important. Quelque chose d'intéressant à aborder, je pense, c'est aussi pourquoi c'est à 30 ans. Pourquoi c'est autour des 30 ans. Et de ce que j'ai pu observer, c'est que c'est un cadre général, mais jusqu'à 22, 23 ans, on termine nos études, on n'est pas encore en décalage parce qu'on n'a pas encore d'expérience, on n'est pas encore complètement dans cette vie d'adulte. On est on finit à peine nos études, on a notre premier boulot. Ensuite, milieu de vingtaine, c'est la course à l'expérience. On se dit le prochain poste sera moins ingrat, le prochain poste, je Hmm. gagnerai ma vie, la prochaine relation même, la prochaine relation, ce sera la bonne, la prochaine relation se passera mieux, donc on est dans l'expérience. Et puis la pression aussi de l'entourage qui dit: «Mais c'est ton premier job, il faut essayer, il faut laisser sa chance». Mmh. Mmh. Donc Persévère, voilà. c'est ouais, ouais. Ouais, ouais, non, mais tout à fait, je l'ai vécu moi-même et je pense que c'est grâce à ces expériences et c'est le fait d'aller au bout de l'expérience qui fait qu'on en tire un enseignement. Et donc, ensuite, c'est ce qui se passe à 30 ans, c'est que donc on commence à avoir assez d'expérience dans cette vie d'adulte, dans la vie pro, dans la vie amoureuse. On commence à savoir ce qui nous rend heureux ou pas. Et selon la société, on est censé avoir tout accompli à 30 ans et les gens autour de nous commencent à cocher toutes les cases et bien sûr, on se compare à eux. Enfin, combien d'amis j'ai qui se sont mariés, qui se sont déjà mariés, qui ont déjà un crédit, un bébé et donc forcément, on se compare et on se dit: «Mais est-ce que moi je veux la même chose et pourquoi est-ce que j'en suis pas là, moi aussi, quoi?» Comme tu le dis, maintenant, c'est plus ce que moi je veux, il y a aussi cette comparaison. Est-ce que je suis normale? Est-ce que et puis la question des enfants et puis, en fait, va falloir y penser au bout d'un moment. On peut plus se dire: «J'ai que 26 ans et j'ai encore, 10 ans devant moi, ça s'approche» et Ouais, non, non et tout à fait et vraiment la question des enfants, je voulais y venir, je pense que ça accélère une sorte de crise de la trentaine, notamment chez les femmes. Au niveau relationnel,
Bien sûr, enfin, chaque relation est différente, mais vers 30 ans, en général, pour une femme, soit, on est avec quelqu'un, depuis quelques années ou depuis pas longtemps et ça se passe très bien et tant mieux et tout va bien. Mais c'est plus compliqué si on est dans une relation qui se passe pas bien. Pour ma part, en tout cas, j'étais dans un dilemme amoureux. C'était, OK, ça fait 5 ans que je suis avec quelqu'un, qui ne me convient pas, mais c'est pas trop mal non plus. Est-ce que je reste avec cette personne, parce que, bah, voilà, on a construit quelque chose de solide. Je sais que c'est pas, forcément l'homme de ma vie, mais on a construit ça, puis j'ai bientôt 30 ans, c'est bientôt le moment d'avoir des enfants. J'ai envie d'avoir des enfants. Est-ce que, je dis stop à tout C'est prendre ça? un risque. Je C'est prendre un risque exactement parce que je me suis dit: «Le temps que je retrouve quelqu'un, ça va mettre 1 an ou 2, qu'on se pose ensemble, ça va remettre 1 an ou 2, mais je vais me retrouver à 35 ans, peut-être ce sera même pas la bonne personne, est-ce que je vais faire un bébé toute seule?» Alors clairement, c'était un vrai dilemme, enfin vraiment, et cette peur de me retrouver seule avec une envie d'avoir des enfants. Souvent, on se sent bloqué parce qu'on a investi tellement de temps dans telle relation, tel job, qu'on a l'impression qu'un nouveau départ voudrait dire, qu'on a perdu tout notre temps avant et on se sent vraiment prisonnier de notre vie parce que si on reste, on fait des concessions, on est malheureux, mais si on part, on ne sait pas ce qu'il va y avoir de l'autre côté, en fait. Donc pour ma part, je me sentais enfin, j'avais vraiment très peur. Je suis allée justement au-delà de mes peurs et je me suis dit: «Je peux pas rester dans une relation avec une personne parce que ce serait un potentiel bon papa ou parce que ça fait 5 ans qu'on est ensemble. C'est pas les bonnes raisons. C'est pas les bonnes raisons pour rester avec quelqu'un. Et aussi, ben, je me suis dit, je vaux mieux que ça. Mais ça me parle tellement. Cette question de: «Punaise, j'ai trouvé un mec qui serait un bon père», ça je retrouverai pas quelqu'un potentiellement de mieux et puis peut-être que je serai seule et que je retrouverai jamais personne et je sais ce que je quitte, même en termes de job et pas forcément si je vais trouver quelque chose qui m'épanouit et c'est peut-être dangereux et il faut un CDI. Tellement de pression qu'on s'impose ou de l'extérieur aussi, hein. C'est ça. C'est tellement de pressions qui sont réelles, mais qu'on peut dépasser. Et il y a un sentiment de culpabilité, on en parlait, se dire, avec toute la misère qu'il y a dans le monde, moi j'ai un travail, j'ai un appart, je devrais pas me plaindre, car en soi, sur le papier, on a tout certes, mais on n'est pas forcément épanoui. Et je pense quand on traverse une crise de la trentaine, on veut pas forcément quelque chose de plus, on veut juste quelque chose de différent, en fait. Par rapport à ça, j'ai pu identifier un petit peu 3 cas de figure. Il y a ceux qui se sentent pas épanouis, mais qui préfèrent rester dans leur vie, actuelle, dans leur confort parce qu'ils veulent pas se sentir en décalage, parce qu'ils préfèrent le connu à l'inconnu, et ça, c'est OK, c'est un choix personnel, voilà, on accepte et on assume et il y a pas de problème avec ça. Il y en a qui ont envie de changer de vie et qui font ce qu'il faut, qui prennent les décisions difficiles, qui sortent de leur zone de confort, et ça, c'est extraordinaire. Et après, il y a un troisième cas de figure, qui est la majorité malheureusement, où c'est des personnes qui ont envie de changer, qui sont mal, mais qui ne savent pas comment faire. Soit ça leur fait tellement peur qu'ils osent pas. Et je pense que c'est là que notre métier de coach intervient, en fait. Parce qu'au final, le problème, c'est pas la crise de la trentaine. Le problème, c'est qu'on voit ça comme un échec, comme quelque chose de négatif, comme quelque chose d'horrible, mais on a des pensées limitantes à ce propos. On se dit, je suis une ratée parce que j'ai pas réussi à définir d'un coup ma carrière pro. Tout le monde va me juger d'avoir envie de changer. Changer de carrière, prendre un nouveau départ, ça va être difficile, voire impossible. Je vais pas reprendre mes études ou recommencer une carrière à 30 ans. Et donc, je pense ici que la clé, c'est de prendre conscience qu'on peut s'en sortir et plutôt utiliser cette période comme un tremplin. Tout à fait et je pense que c'est intéressant ce que tu dis. On sait à la fois pas comment faire et il y a le regard des autres, la peur d'être jugé. Il y a le jugement qu'on se porte à soi-même quand on se dit: «Mais j'aurais pu faire d'autres choix et je sais pas ce que je veux». Il y a la peur d'échouer aussi. C'est vraiment, tout un cocktail qui fait qu'on est paralysé, quoi et on voit pas forcément que c'est un tremplin et c'est après coup quand on se dit: «Mais punaise, ça m'a permis cette peine, ce mal-être m'a permis de changer ma vie, de faire des changements que j'aurais pas fait si j'étais un peu plus à l'aise. Il a fallu que je sois vraiment mal pour oser ces changements-là parce qu'il y a plus le choix, en gros. Mais ça, on s'en rend compte qu'après et je trouve que c'est génial d'avoir justement des personnes comme toi qui nous disent: «Beh non, en fait, ça va être un tremplin, je vais t'aider aussi», parce qu'on le voit pas quand on est dedans. Et justement, quels sont les conseils que tu as pour nous? Qu'est-ce que tu peux nous partager pour réussir à sortir de cette crise de la trentaine ou à la traverser, au mieux?
Alors j'ai plusieurs conseils et le 1er c'est, déjà de changer de mindset, de paradigme par rapport à cette crise de la trentaine. La crise de la trentaine ne veut pas dire échec et comme tu viens de le dire, c'est déjà un signe que vous êtes connecté, à vous-même. Déjà si vous ressentez un malaise, c'est que vous avez pris conscience assez tôt qu'il se passe quelque chose. Vous savez qu'il y a un problème, vous ressentez ce décalage entre ce que vous voulez vraiment et la réalité. Parce qu'il y a plein de gens à qui ça arrive pas, comme tu disais, qui foncent tête baissée, qui se retrouvent à 50 ans après avoir passé les 20 dernières années en mode pilote automatique et qui se disent, enfin, qui ont des regrets en fait. Donc c'est une bonne chose que ça arrive maintenant. Ça montre que vous êtes au clair et connecté à vous-même. Oui, le plus tôt le mieux. Ouais, exactement, Et franchement, exactement. c'est douloureux, mais le plus tôt le mieux parce qu'on gagne des années à vivre ça, plutôt qu'être, comme tu le dis, en pilote automatique, ça me parle tellement. Ouais, non, mais c'est ça. Et si un des objectifs d'adresser cette crise de la trentaine serait d'éviter une crise de la quarantaine, une crise de la cinquantaine, après, je j'ai pas assez de recul ou en tout cas, je l'ai pas vécu moi-même pour en témoigner personnellement, mais je pense que c'est une des clés. Et le deuxième changement de paradigme, c'est crise de la trentaine ne veut pas forcément dire repartir à zéro. Souvent, on ne veut pas changer ou prendre des décisions de changement parce qu'on a investi tout ce temps, cet argent, ces compétences à grimper les échelons de telle carrière, à construire un futur avec telle personne. Et le raisonnement qui s'ensuit, c'est si je pars, alors je vais devoir recommencer à zéro. D'ailleurs, pour la petite info, la première chose que mes parents ont dit quand je leur ai dit que je voulais arrêter la diplomatie culturelle, c'était quelque chose du genre, «Ah mais on a fait tout ça pour rien, tu as fait tout ça pour rien», c'était leur première réaction. Ouais, mon père m'a dit la même chose. «Et ton diplôme de Sciences Po, tu peux le jeter à la poubelle». Ben non, en fait, pas du tout. Exactement et je pense que ce raisonnement, il est un petit peu enfin, il est faux, il est limitant, c'est pas la vraie excuse parce qu'on repart vraiment de jamais de zéro. Déjà en termes de carrière, même si tu changes complètement de carrière, ce qui a été mon cas, donc je suis passée de la diplomatie culturelle au coaching de vie, j'ai pu répliquer des nombreuses compétences que j'ai à mon métier de maintenant. Certes, j'ai plus le même réseau, j'ai plus mon bureau à l'ambassade, mais mes compétences, je les ai toujours. Surtout que de nos jours, il y a beaucoup de compétences qui relèvent des soft skills, de notre productivité, notre sens de l'organisation, capacité à négocier, enfin en fait du bon sens. Et souvent quand on a un nouveau travail, c'est en arrivant dans la boîte qu'on apprend réellement le cœur de notre travail. Et donc c'est parce qu'une fois que vous avez décidé du nouveau métier que vous souhaitez faire, il y aura des compétences qui seront forcément transposables, donc il n'y a rien de perdu. Et aussi un autre point que j'ai réalisé il n'y a pas très longtemps, c'est que l'expérience passée peut en soi servir de filet de sécurité. S'il y a une période de flottement entre deux métiers ou il y a des doutes dans le futur, si on n'est pas sûr de vouloir, de savoir là où on veut aller, ça peut être une sorte de filet de sécurité. Concernant ma carrière, certes, on disait que j'aurais pu arrêter avant, mais on est beaucoup à vouloir aller au bout des choses. Alors certes, ça peut paraître comme une perte de temps, mais dans mon cas, par exemple, et comme dans le cas de beaucoup, si je n'avais pas fini ces études, si je n'étais pas allée au bout de cette carrière, je n'aurais jamais su ce que j'allais trouver au bout et que ça n'allait pas me convenir en fait. Donc vraiment, je regrette absolument rien. Totalement, mais c'est vraiment, et puis on nous demande aussi de choisir tôt ce qu'on veut faire. Moi, personnellement, j'ai mon master, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire. Je savais que les études que j'ai faites me plaisaient, mais je savais toujours pas ce que je voulais en faire et je trouve qu'on a besoin d'expérimenter et puis on est un peu, je trouve, à cette intersection entre la génération de nos parents ou nos grands-parents qui faisaient la même carrière toute leur vie, qui restaient dans la même boîte toute leur vie et notre génération qui change tous les 3 ans, tous les 5 ans de poste, voire qui change, plusieurs fois dans leur vie de métier, où ça devient normal, mais où on est encore toujours dans ce truc de: «Est-ce que je devrais pas quand même trouver ce qui me fait vibrer et le faire toute ma vie parce que ce serait quand même vachement plus simple, mes parents seraient quand même contents et ça me faciliterait la vie». Et on est encore un peu dans l'entrebâillement entre ces 2 portes-là, entre ces 2 options-là et finalement, je pense que c'est vraiment important, tu as vraiment raison, qu'on change ce paradigme de changer est un échec. De créer quelque chose de nouveau, c'est qu'on ce qu'on a fait avant, ça a pas marché. Bah non, ça a pu marcher. Tu as pu t'éclater dans ce que tu as fait avant ou en tout cas essayer et changer. Et c'est OK et c'est très bien et je pense que cette peur du changement, elle nous freine énormément
et apprendre à juste se dire que le changement est normal, qu'on évolue et donc que nos envies évoluent, que nos besoins évoluent, qu'on peut pas savoir à l'avance, être sûr à 100 qu'on va aimer quelque chose et que c'est OK de changer donc je pense que ouais, c'est crucial ce que tu dis. Ouais, non, tout à fait, tout à fait. C'est pareil pour les relations amoureuses. Du coup, quand on va quitter quelqu'un après plusieurs années, les souvenirs, l'intelligence émotionnelle qu'on a gagnée, les bons moments, qu'on a eu avec la personne ne s'annulent pas au moment où on s'en sépare. Et de toutes ces expériences que j'ai vécues et que j'ai quittées, je pense que tout ce que j'ai gagné, c'est juste d'être plus au clair sur ce qui ne me convient pas, ce que je ne tolère plus, ce que je n'accepte plus. En tout cas, changer, c'est être au clair avec ce qu'on ne veut plus, ce qu'on ne tolère plus, et ça, c'est que du positif. Le deuxième conseil que je peux vous donner et que je peux donner et qui rejoint justement ce qu'on vient de dire en termes de savoir ce qu'on veut, c'est donc conseil numéro 2, ne pas avoir peur de se poser les bonnes questions et de se créer une vision. Se poser des questions telles que est-ce que je suis réellement épanouie dans ma vie? Le rêve de qui suis-je en train de vivre? Pourquoi ai-je peur de révéler mon potentiel? Qu'est-ce qui va me faire me sentir épanouie dans ma vie? Quelles sont les choses qui me tiennent à cœur? Comment ai-je envie qu'on se souvienne de moi? Quels sont mes besoins? Quelles sont mes valeurs? Ce sont toutes des questions qu'on peut commencer à se poser pour être clair avec soi-même, arrêter de se mentir et prendre des décisions pour soi-même. Parce que si vous vivez une vie qui ne vous plaît pas, c'est parce que vous avez laissé quelqu'un d'autre dicter une vision de vie idéale. Vous vivez le rêve de quelqu'un d'autre, de parents, de collègues, d'un ami peut-être. Et si tu vis la vie idéale de quelqu'un d'autre, c'est parce que tu n'as pas été au clair avec ce que toi tu attendais de la vie. Et je vais répéter parce que je pense que c'est la clé ici. Si tu vis la vie idéale de quelqu'un d'autre, c'est parce que tu n'as pas été au clair avec ce que toi tu attendais de la vie. Alors, je pense que maintenant, il est temps de se poser, de prendre un stylo et un papier ou ton ordi et de discuter avec toi-même, en fait. Et c'est en créant une vision du futur, en étant clair sur ce que tu veux, que tu vas être motivé à changer. C'est comme pour une course, en fait. Si on ne connaît pas le prix à gagner au bout de la course, il n'y aura pas une grande motivation pour tout donner et y arriver. Si tu sais et si tu es au clair sur ce qui t'attend de l'autre côté du tunnel, c'est-à-dire une vie alignée, épanouie, une sensation d'accomplissement, d'apaisement, de succès. Je t'assure que ça va t'aider à aller de l'avant et l'envie, l'excitation pour le futur sera plus grande que la peur de l'inconfort du changement et l'envie de rester dans la vie actuelle en fait. Donc ça, c'est le deuxième conseil que je peux apporter. Et ça, c'est tellement important et parfois, il y a un peu un mécanisme d'auto-sabotage où on sait qu'on devrait se poser des questions, qu'on devrait prendre le temps de se poser avec un carnet, un stylo et vraiment y répondre et on ne le fait pas parce qu'on a peur des réponses, on a peur que ce soit quelque chose hors norme, que ce soit quelque chose qui soit pas, qui plairait pas à notre famille, que ce soit, difficile à accomplir parce qu'on rêve grand ou peut-être, qu'au contraire, on rêve petit et qu'on est dans une famille où il faut être ambitieux ou et parfois on a ce mécanisme de: «Je sais que je devrais me poser des questions et j'ose pas le faire» et je trouve que c'est tellement important et que c'est des bonnes pistes que tu as données. En soi, le fait de et ça, je pense que c'est important de le dire aussi, le fait de répondre à ces questions n'engage à rien. Qu'il y a le temps aussi et qu'on peut avoir défini sa vision et de prendre le temps et parce que parfois ça fait peur aussi. On se dit: «Une fois que je sais ce que je veux faire, il va falloir que je le fasse». Mais non, tranquille, on peut, y aller, étape par étape et je pense que c'est le plus dur et je pense que c'est aussi important de se faire accompagner. Enfin moi, j'aurais vraiment eu besoin de me faire accompagner sur ça quand j'ai vécu cette crise-là parce que je trouve que c'est difficile de faire ce travail d'introspection. Tout à fait, c'est un travail qui fait peur, qui nous confronte au fait qu'en fait, peut-être ça fait des années qu'on se ment à soi-même et que on se pensait honnête peut-être et oui, ça fait peur de mettre sur papier et de là avoir en face sur papier le décalage en fait entre ce qu'on veut vraiment et là où on est et le coach va justement aider et guider à dépasser des peurs et je trouve qu'on fait un travail extraordinaire pour ça justement pour catalyser les gens dans cette direction. Et ça rejoint le troisième conseil que je voulais donner. Il faut vraiment réaliser que toutes les décisions que vous avez prises font que vous êtes là où vous en êtes aujourd'hui. C'est facile et c'est courant, et moi la première, hein, de se dire non, mais fait ces études parce que mes parents m'y ont obligé.
ou je suis restée dans telle relation parce que on partageait le loyer, que j'avais pas les moyens de vivre seule. Et il avait quand même des bons côtés. Bref, mais pour opérer les changements nécessaires, pour se sentir capable de changer son futur, il faut d'abord accepter et réaliser qu'on est responsable de là où on en est aujourd'hui. Parce que si tu restes dans un état d'esprit passif, de victime, on va se dire de toute façon, quoi que je fasse, il m'arrive toujours des problèmes. Ou j'ai jamais de chance de toute façon. Et tout ça, j'ai l'impression que ce sont des excuses, c'est les peurs qui parlent en fait. Reprendre ses responsabilités et se rendre compte à quel point nos décisions, pas celles de nos parents, pas celles de nos amis, collègues, les nôtres, ont un effet sur là où on est aujourd'hui, on va se dire, ok, si c'est à cause de moi que j'en suis arrivée là aujourd'hui, c'est grâce à moi et à moi seule que je vais pouvoir aller là où j'ai envie d'être. Et c'est là qu'on va se sentir puissant, empowered et faire les changements nécessaires. Et concrètement, comment reprendre les responsabilités sur sa vie, enfin, quelle est la recette facile? C'est une simple question que j'essaie de me poser souvent, c'est en quoi suis-je responsable de cela? Et tu peux te poser la question tout de suite ou plus tard ou à chaque fois qu'il t'arrive quelque chose de pas très sympa, que ce soit pour une petite chose, par exemple, si je loupe le bus, récupère ton pouvoir en te disant en quoi suis-je responsable d'avoir loupé mon bus. Ah ok, j'ai mis trop de temps à me préparer et en conséquence tu vas arrêter de maudire le chauffeur, te sentir malchanceuse et tu vas réaliser que tu n'es pas obligé de subir ça la prochaine fois parce que tu partiras plus tôt. Donc ça c'est un exemple de petites choses, mais ça vaut aussi pour les grandes. En quoi suis-je responsable de cette relation dans laquelle je suis et qui me rend malheureuse? Quelle est ma part de responsabilité là-dedans? Si je me pose cette question, je suis encore dans cette relation parce que j'ai peur de ne pas rencontrer quelqu'un d'autre ou il ne me respecte pas car j'ai pas su établir les limites et partir au moment où elles ont été dépassées. Donc mon conseil, c'est vraiment dès qu'il se passe quelque chose, de te demander en quoi suis-je responsable de ce qui se passe. Et naturellement, tu vas arrêter de te sentir malchanceuse et comme une victime en fait de ce qui se passe autour de toi. Et impuissante. Et impuissant, voilà, oui, c'est le Ouais. mot. Quand on vit cette crise, on se sent impuissant ou impuissante. C'est comme si, voilà, que c'était qu'à nous que ça arrivait et qu'on ne sait pas comment en sortir. Non, exactement, exactement. Et je pense que c'est se poser cette question, enfin vraiment, j'en ai fait l'expérience moi-même, ça m'a fait réaliser à quel point nos décisions ont un impact notre vie, on n'est pas des feuilles qui flottent dans le vent, et donc à quel point j'ai le pouvoir de rediriger ma vie maintenant, et on récupère notre puissance en fait, donc c'est une question magique, vraiment c'est une question magique. Est-ce que tu avais un autre conseil à nous partager? J'ai un dernier conseil, et on en a déjà un petit peu parlé, c'est celui de s'entourer ou de prendre exemple et de contacter des gens qui sont passés par là. Mon plus gros problème, et donc le tien aussi, on en a parlé, c'était pendant notre phase de transition, notre crise de la trentaine, on s'est senti seul. Enfin, pour ma part, je me sentais seule. J'avais l'impression que personne de mon entourage, de mes amis, ne vivait la même chose, et surtout seule parce que je savais pas vers qui me tourner. J'aurais aimé avoir quelqu'un vers qui me tourner, partager mes doutes, mes peurs, mes insécurités, mais il y avait personne. Je crois que c'est Bouddha qui dit sois le changement que tu veux voir dans le monde. Citation un peu bateau, mais vraiment en devenant coach de vie, je me suis dit, j'aurais aimé avoir quelqu'un vers qui me tourner à ce moment-là, donc pourquoi je ne deviendrais pas moi-même cette personne, parce que on est tellement à passer par là. Et donc, déjà, à travers l'exemple de mon expérience, je voudrais d'abord vous montrer que c'est possible de quitter son mec, sa carrière, de retourner vivre chez ses parents à 30 ans, et j'ai survécu. Je suis encore là et tout va bien. Et vous montrer aussi que vous n'êtes pas seul. Alors certes, chaque histoire est différente, on n'a pas forcément envie de changer sur les mêmes points factuellement, mais les émotions, je les connais, on les connaît. Ces doutes quant au futur, cette sensation d'être perdu, ce sentiment de vouloir quelque chose d'autre mais pas savoir vraiment quoi, cette déception de la vie d'adulte. Donc voilà, que ce soit moi ou des personnes autour de vous, des amis, des groupes de soutien, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à contacter des gens qui sont passés par là pour vous sentir moins seul. Donc là, si je récapitule, les 4 conseils, c'est donc d'abord de changer de paradigme et de vision de la crise de la trentaine, et voir ça comme une opportunité, et le fait qu'on ne repart pas de zéro quand on fait une crise de la trentaine et que c'est pas un échec.
Ensuite, ne pas avoir peur de se poser les bonnes questions et de se créer une vision de vie propre à soi-même. Ensuite, de reprendre ses responsabilités et enfin de s'entourer et de ne pas hésiter à demander de l'aide. Merci Ambre pour ces conseils. Mais je t'en prie. Est-ce que tu peux nous dire, Ambre, où on peut te retrouver? Vous pouvez me retrouver sur Instagram. Donc, mon nom Instagram, c'est @seren.ambre, donc SEREN.ambre, AMBRE, ou sur mon site web, Ambre Archangélie Coaching. Je mettrai dans la description du podcast. Et tu as aussi une newsletter, si je ne me trompe pas, qui arrive très prochainement. Tout à fait, tout à fait. Merci infiniment Steph de m'avoir reçue. C'était une discussion passionnante, super enrichissante et j'espère que ça plaira et ça aidera tes auditeurs. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation et d'être venu sur J'ai peur donc j'y vais nous prodiguer tous ces conseils. Merci encore Ambre et à bientôt. À bientôt! Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez apprécié, je vous recommande l'épisode 27 du podcast qui s'intitule Tu n'es pas en retard, qui, je pense, vous parlera aussi beaucoup. Et si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le soutenir en le suivant et en laissant des commentaires et des étoiles sur votre appli de podcast. Et enfin, si vous souhaitez travailler directement avec moi et vous faire accompagner pour avancer sur une problématique personnelle ou professionnelle, je vous invite à réserver un appel découverte. C'est un appel de 30 minutes qui est offert et qui est sans engagement pour qu'on puisse en discuter. Je vous mettrai le lien du calendrier dans la description de l'épisode et vous pouvez évidemment aussi me retrouver sur Instagram @StephBlueLips, STEFBLUELIPS. En attendant, je vous dis à dans 2 semaines. Ciao!